La vie sur Terre est scandée par la lumière du soleil. Une horloge interne relie plantes, hommes et animaux au rythme périodique de la nature. La clarté et l'obscurité et la ronde des saisons. Chronos, le temps, fait partie intégrante de la nature. Les plantes attendent le signal de leur horloge interne pour pousser. Les animaux s'accouplent à la saison des amours pour que leur progéniture grandisse dans de bonnes conditions. Et les oiseaux migrateurs s'envolent toujours vers d'autres cieux à point nommé. Till Rönneberg est professeur de chronobiologie à l'université de Munich en Allemagne. Spécialiste de l'horloge biologique interne, il est l'un des grands noms de la recherche dans ce domaine. L'horloge interne est une fonction biologique commune à tous les types d'organismes depuis la nuit des temps. Il est en effet primordial que chaque processus qui se déroule au niveau de la cellule, des organes ou du corps soit coordonné avec les autres pour remplir sa fonction dans le cadre des rythmes circadiens. Pendant des millénaires, les hommes ont naturellement épousé les rythmes de la nature et vécu en harmonie avec leur horloge interne, jusqu'à ce que l'industrialisation s'en mêle et bouleverse la donne. Notre mode de vie se caractérise par une grande mobilité. À cela s'ajoute le fait que nous pouvons changer facilement de fuseau horaire et travaillons à toute heure du jour ou de la nuit, car le soleil ne se couche plus sur notre planète mondialisée. Le pouls du monde moderne bat de plus en plus vite et notre nuit disparaît. Notre horloge interne peut-elle s'accommoder de ce tempo des temps modernes? Pour la plupart d'entre nous, un retour à la nature est inenvisageable. Mais il est aujourd'hui admis qu'en étant plus à l'écoute de notre horloge interne, nous pouvons vivre mieux et plus sainement, même dans le monde moderne. L'application des principes de la chronobiologie permet aussi de mieux soigner les maladies. Par exemple, grâce à des traitements anti-cancer tenant compte de l'horloge interne des patients, on enregistre des résultats très encourageants. Et un médicament anti-rhumatismal intelligent agit au mieux au moment où il est utile. Enfin, avec la lumière appropriée, notre horloge interne garde le rythme. Et pour ne rien gâcher, notre cerveau fonctionne mieux. Till Rönneberg n'est pas du matin et l'assume sans mauvaise conscience. Il faut dire qu'il n'est pas un cas isolé. Comme le montrent ses recherches, nos horaires de travail ne sont pas adaptés à notre horloge interne. Pour la plupart d'entre nous, notre société moderne se lève trop tôt. Curieusement, j'ai mis plusieurs dizaines d'années avant de comprendre ce que signifie vraiment le fait d'être réveillé par une sonnerie. Maintenant, je sais que l'horloge interne ouvre une fenêtre temporelle pendant laquelle nous pouvons dormir et que cette fenêtre se referme ensuite d'elle-même pour que nous puissions nous réveiller. Et si on a besoin d'un réveil, c'est simplement parce que, pour notre horloge interne, ce n'est pas encore le bon moment. Sur le plan biologique, nous n'avons pas fini de dormir. Commençons par un exemple connu de tous. Presque tous les adolescents ont beaucoup de mal à sortir du lit le matin. Les ados ont tendance à veiller très tard et on peut se demander si c'est une bonne idée de démarrer les cours à 8 heures. Les adolescents sont fatigués le matin. Mais y peuvent-ils vraiment quelque chose? L'équipe de Till Rönneberg a analysé les habitudes de sommeil d'adolescents tous scolarisés dans le même établissement. Un laboratoire mobile est installé dans un ancien véhicule militaire garé dans la cour. Ces lycéennes y sont accueillies un peu avant 8 heures. Au lieu de gagner leur salle de cours, elles vont s'allonger sur des couchettes où des appareils de mesure enregistrent leur activité cérébrale. Toutes les analyses concordent. La puberté modifie l'horloge interne. Le soir, les adolescents ne ressentent pas l'envie de se coucher et le matin, ils dorment encore profondément. Quand on permet à des jeunes de venir s'allonger au lieu d'assister à la première heure de cours, ils s'endorment sur le champ et rentrent immédiatement au sommeil paradoxal. Les adolescents vivent naturellement dans un autre fuseau horaire. En semaine, je me lève à 6h15. Le réveil sonne une première fois à 6h10 et à nouveau 5 minutes plus tard pour que je me lève vraiment.
Et le week-end, quand je peux faire la grasse matinée, je dors jusqu'à 10h, 10h30. On voit bien qu'il est absurde de faire cours à ces adolescents encore totalement endormis. Ça ne sert à rien. À cette heure-là, ils sont incapables de se concentrer. De plus, on les prive d'un sommeil important pour que leur cerveau puisse classer et mémoriser les apprentissages du jour précédent. À l'adolescence, nous sommes presque tous décalés. La science cherche encore à expliquer pourquoi. À l'âge adulte, notre rythme est différent. Quel est le rôle des facteurs génétiques ? Le professeur Achim Kramer de l'hôpital de la Charité à Berlin s'intéresse à la question. Beaucoup de gens ont du mal à vivre leur horloge interne comme ils le voudraient. Quand leur réveil sonne, ils sont encore fatigués et n'arrivent pas à se lever. Alors ils mettent ça sur le compte de la paresse ou culpabilisent parce qu'ils se sont couchés très tard. Mais ils se trompent. Le généticien est formel, ils n'y sont pour rien. C'est dans leurs gènes qu'il faut en chercher la cause. Grâce à nos travaux et à ceux de nombreuses autres équipes, nous sommes en mesure de dire aux gens, ce n'est pas vous qui décidez, mais votre horloge interne. En fonction de votre profil génétique et des interactions entre les différents gènes responsables de votre horloge biologique, il se peut que votre rythme soit un peu plus lent et que vous soyez d'un chronotype plus tardif. Inversement, il y a aussi des gens qui se réveillent très tôt, ce qui là aussi est souvent dû à des facteurs génétiques. Chez l'humain, l'horloge centrale est constituée d'un amas de neurones extrêmement réactifs. La lumière du jour donne le rythme en réglant l'horloge centrale sur la position du soleil. Cette information est transmise aux gènes d'horloge présents dans chaque cellule. Le temps interne est ainsi régulièrement synchronisé sur le temps externe. Achim Kramer et son équipe s'intéressent au rythme naturel des gènes d'horloge logés au cœur des cellules. Car c'est en fonction de ces gènes que nous serons des marmottes ou des lèvres-d'eau. Chacun de nous a son propre rythme, qu'il soit jeune ou vieux, malade ou en bonne santé. En cas de maladie, on peut améliorer l'efficacité de certains médicaments en les ajustant à notre horloge interne. L'hôpital de la Charité à Berlin est pionnier en la matière. Le professeur Frank Boutke-Reit est rhumatologue. Sa patiente, Marlies Kurcharski, est atteinte de polyarthrite rhumatoïde. L'horloge interne régule les fonctions physiologiques normales d'une personne en bonne santé, mais aussi les processus physiopathologiques, c'est-à-dire ceux liés à la maladie. Dans le cas particulier de la polyarthrite rhumatoïde, on a pu établir que les médiateurs inflammatoires augmentent pendant la nuit et déclenchent les symptômes cliniques dont les patients souffrent au réveil. La maladie a des horaires précis. Frank Boutke-Reit a découvert que la substance inflammatoire est toujours libérée vers 2 heures du matin, juste avant d'activer les processus d'inflammation chronique dans les articulations. Le matin, les articulations malades sont si raides et douloureuses que les patients arrivent à peine à les bouger. Frank Boutke-Reit est à l'initiative d'un projet destiné à mettre au point un médicament intelligent qui utilise cette connaissance précise du rythme de la maladie. Le principe actif utilisé est le même, mais le timing est optimisé. Habituellement, ils doivent prendre leur cortisone entre 6h et 8h du matin pour combattre les symptômes douloureux qu'il faut donc supporter le temps que le médicament agisse. Notre idée était donc d'empêcher l'apparition de ces symptômes. Marlies Kurcharski a participé à l'étude clinique et a été l'une des premières personnes à pouvoir tester ce médicament intelligent. Maintenant, elle le prend tous les soirs à 10h en se couchant. Le comprimé parcourt le tube digestif sans se dissoudre. Son enrobage ne s'ouvre qu'au bout de 4 heures, libérant d'un coup la totalité du principe actif. La préparation à base de cortisone peut alors bloquer le processus inflammatoire dans le corps du dormeur avant que les articulations malades ne soient atteintes.
Il a fallu 10 ans de recherche pour mettre au point un enrobage qui, au lieu de se dissoudre progressivement, libère l'intégralité de la substance active d'un coup, à heure fixe. Les patients ont l'impression de revivre. Mon quotidien a changé du tout au tout. Parce que je peux m'occuper de toutes les tâches ménagères moi-même, sans avoir besoin d'aide. De toutes, sans exception. Il est même envisageable de réduire durablement la dose de cortisone. L'action d'un médicament peut donc varier en fonction du moment où on le prend. À l'avenir, sera-t-il aussi possible d'améliorer les soins anticancéreux en tenant compte des rythmes de notre horloge interne ? C'est l'une des questions sur lesquelles travaille l'équipe de l'unité Rythme biologique et cancer de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, près de Paris. Le cancérologue Francis Lévy est à l'origine de ce projet. Au CHU, les patients qui l'accueillent sont très gravement malades. C'est le cas de Stéphane Morceau. Il souffre d'un cancer du côlon découvert il y a 4 ans. Malgré plus de 50 séances de chimiothérapie et de nombreuses opérations, son état ne cessait d'empirer. À bout de ressources, ses médecins l'ont adressé à Francis Lévy. Le médecin s'est intéressé à tout ce qui rythme la vie de Stéphane Morceau. Il se renseigne sur ses heures de repas et sur ses habitudes de sommeil. Pour Francis Lévy et son équipe, ces informations sont nécessaires, car Stéphane Morceau doit continuer les chimiothérapies. Mais désormais, la chronothérapie entrera en jeu, c'est-à-dire que la perfusion sera réglée sur son horloge interne. Du fait d'administrer les médicaments de chimiothérapie à des heures où ces médicaments sont mieux tolérés, les patients ressentent moins d'effets secondaires, ont une meilleure qualité de vie. Et comme la chronothérapie consiste à administrer les traitements avec des pompes, des systèmes d'administration programmés à leur domicile, les patients ont également une meilleure qualité de vie et pour un certain nombre d'entre eux, une meilleure survie. Stéphane Morceau s'apprête à recevoir sa perfusion. On lui pose un cathéter relié à une pompe mobile qui diffuse les médicaments aux heures voulues. Une chimiothérapie agit toujours sur le corps entier. Les substances hautement toxiques destinées à détruire les cellules cancéreuses attaquent aussi les cellules saines. Dans une chronothérapie, la perfusion est ajustée à l'horloge interne des cellules saines. Illustration. Dans le foie, le rythme des cellules cancéreuses est totalement déréglé. Leurs gènes d'horloge battent à leur propre rythme et elles échappent au contrôle de l'horloge centrale. À gauche, les cellules hépatiques saines ont un rythme régulier. Pendant leur phase d'activité, ces cellules sont particulièrement sensibles. Ce n'est donc pas le bon moment pour injecter les produits, parce qu'ils détruiraient aussi de nombreuses cellules saines. En revanche, si la perfusion a lieu quand les cellules saines sont en phase de repos, celles-ci vont être préservées. La chimiothérapie associe différents produits. Chacun d'entre eux agit différemment et doit être administré au bon moment. La chronopompe est programmée en conséquence. Si les cellules saines peuvent être épargnées, la chronothérapie est mieux supportée par les patients qu'une chimiothérapie classique. Nous enregistrons les rythmes des patients, les rythmes d'activité et de repos, les rythmes de température, et nous étudions également les rythmes d'expression d'un certain nombre de gènes qui reflètent le fonctionnement des horloges, afin de trouver le moment optimal d'administration, le rythme optimal d'administration chez chaque patient. Il n'est pas possible de conduire toutes les études sur les malades eux-mêmes. Des tests en laboratoire permettent d'explorer les liens entre horloge interne et cancer. Des cellules cancéreuses sont inoculées à des souris. Les rongeurs sont ensuite exposés à différents éclairages. Le but est de mieux connaître l'influence de la luminosité sur la croissance des cellules cancéreuses. L'activité des souris est enregistrée en permanence.
Enfin, on vérifie si les résultats obtenus sont transférables de l'animal à l'humain. Stéphane Morceau est fin prêt pour entamer son traitement de chronothérapie. Il porte sa chronopompe sur lui et peut regagner son domicile à 300 km de la capitale. Là, je sens moins fatigué, j'arrive à faire plus d'activités encore qu'avec mes traitements. Moins de fatigue, plus de liberté avec le boîtier. Je sens là, il est accroché à ma ceinture. Je sens pas, je peux vivre quasiment normalement. Stéphane Morceau n'est pas à court de projets. Et d'ailleurs, il s'apprête à partir en vacances dans l'océan Indien. Retournons à Berlin. Les chercheurs continuent de travailler sur la structure génétique de notre horloge interne. Nous connaissons déjà de nombreux rouages de notre horloge interne, mais nous ne les connaissons pas encore tous. Nous voulons maintenant examiner chaque gène humain pour savoir s'il fait partie de ces rouages qui régissent l'horloge interne. Ces gènes, appelés gènes d'horloge, régulent les processus métaboliques qui se produisent dans chaque cellule de notre corps. Achim Kramer cherche à déterminer à quel moment précis ils agissent. Pour rendre le phénomène visible, il a greffé des gènes de luciole sur des cellules humaines. Voici à quoi ressemble une cellule sur laquelle on a greffé des gènes de luciole. Quand le métabolisme cellulaire se met en route, les enzymes de luciole émettent une lumière verte. Le gène de luciole nous est extrêmement utile. Il nous permet de mesurer avec précision l'activité génique de certains gènes d'horloge importants sans avoir à manipuler les cellules. L'enzyme de luciole s'active quand ce gène de l'horloge interne est actif. Les cellules émettent alors une lumière que nous pouvons mesurer. À gauche, une cellule de lève-tard. Elle est plus lente et peine à suivre le rythme de la journée. À droite, une cellule de lève-tôt. Son rythme est plus rapide et elle est mieux adaptée à un rythme circadien. La lumière du jour synchronise régulièrement les horloges internes. Elles sont alors toutes réglées sur la même heure. Puis, peu à peu, elles se décalent à nouveau. L'observation d'une seule cellule suffit pour déterminer si on a affaire à un lève-tard ou à un lève-tôt. Il s'agit à présent de simplifier la méthode utilisée pour effectuer cette mesure. Nous voulons utiliser nos connaissances moléculaires sur l'horloge interne pour développer un test diagnostique qui nous permettra de savoir assez facilement à quel chronotype appartiennent les patients. Bientôt, quelques gouttes de sang suffiront pour qu'un spécialiste puisse dire à quel rythme bat notre horloge interne. Ce test pourrait être utilisé dans de nombreux domaines. Il sera par exemple plus simple de synchroniser la prise de médicaments avec l'horloge interne. Dans le cas de maladies qui vont de pair avec un dérèglement de l'horloge interne, comme la dépression ou la démence, on pourra plus facilement étudier les liens entre ces phénomènes. De plus, nombre d'entre nous pourraient prouver que s'ils sont en lutte permanente avec le réveil, ce n'est ni par paresse, ni par mauvaise volonté. Car les personnes dont les horloges internes sont plus lentes ont souvent du mal à se lever le matin. Sans réveil, elles ne se lèveraient pas à l'heure souhaitée. Les horloges internes de la plupart d'entre nous ont tendance à être plus lentes, ce qui fait que beaucoup de gens ne dorment pas assez. Ils ne se sentent pas fatigués le soir parce que leur horloge interne n'est pas encore passée en mode sommeil. Ils prolongent donc leur journée et le matin, le réveil les arrache au sommeil. Notre horloge interne se règle sur la lumière naturelle. Elle suit donc aussi les variations de la longueur des jours au fil des saisons. Pendant l'hiver, il nous faut plus de sommeil que durant l'été. C'est une saison où beaucoup de gens souffrent du manque de lumière. Ils partent travailler avant le lever du jour et quand ils rentrent chez eux, il fait déjà nuit.
La conséquence pour certains, c'est la fameuse dépression saisonnière. Au printemps, les jours rallongent et nous devenons plus actifs. Notre horloge interne est aussi sensible et précise qu'avant l'invention de l'horloge. Notre vie quotidienne est contrôlée par 3 horloges. La première est notre horloge interne qui décide de tout ce qui se passe dans notre corps en l'espace d'une journée. Cette horloge interne suit elle-même l'heure solaire, c'est-à-dire l'alternance du jour et de la nuit, de la clarté et de l'obscurité. Et donc, l'horloge solaire contrôle elle aussi notre vie, par l'intermédiaire de notre horloge interne. Il y a une troisième horloge, relativement récente dans notre histoire. C'est l'objet que nous appelons communément horloge ou montre, autrement dit, l'horloge sociale. L'horloge sociale, qui nous dit quelle heure il est une invention du monde moderne. L'heure universelle ne s'est imposée qu'en 1884, avec l'industrialisation. Le monde a alors été divisé en fuseaux horaires. C'est nous qui fabriquons l'heure sociale. Elle n'a plus qu'un lointain rapport avec la nature. Un exemple, le fuseau horaire de l'Europe centrale s'étend de Prague à la côte occidentale de l'Espagne. Toutes les montres de ce fuseau indiquent midi en même temps, alors qu'en réalité, il n'est pas midi partout, et qu'il y a plus d'1 heure et demie de différence entre les 2 extrêmes du fuseau. En mars, par exemple, le jour se lève à 6h30 à Varsovie, et une demi-heure plus tard à Berlin. Quand le soleil se lève, il est plus de 7 heures à Paris et presque 8 heures sur la côte atlantique de l'Espagne. Comme notre horloge interne se règle sur le soleil, les gens qui habitent à l'ouest d'un fuseau horaire doivent se lever plus tôt par rapport à leur temps biologique que les gens qui vivent à l'est du même fuseau horaire. Ainsi, le temps biologique, qui dépend de l'horloge interne, est décalé par rapport au temps extérieur donné par l'heure sociale. C'est ce que nous appelons le jet lag social. Le jet lag social ressemble beaucoup au jet lag classique, ce décalage horaire que nous connaissons quand nous changeons de fuseau horaire lors d'un voyage en avion. Les horloges internes se désynchronisent. Nous pouvons nous adapter à un nouveau fuseau horaire, mais nous avons besoin de temps. Il faut en moyenne 1 journée par heure de décalage. Quand ce décalage est permanent et qu'il n'y a plus de limite claire entre le jour et la nuit, nos horloges internes sont dépassées. Fondamentalement, on peut dire que l'homme dispose d'un ensemble d'horloges internes et qu'il ne s'agit pas d'un mouvement perpétuel. Le système doit être relancé chaque jour. Et ce, grâce à 2 synchroniseurs qui sont la clarté et l'obscurité. La première le matin, la seconde le soir, et non l'inverse. Si vous faites le contraire, l'horloge s'arrête purement et simplement. Seule la lumière bleue a une influence directe sur notre horloge centrale. Les composantes bleues de la lumière naturelle sont captées par notre œil via des récepteurs spéciaux et nous informent qu'il fait jour. Ce signal est transmis à tous les gènes d'horloge. Il synchronise l'heure interne avec la position du soleil. La plupart des jeunes vont sur Facebook et chattent tous les jours. Juste avant d'aller se coucher, ils jettent encore un coup d'œil en vitesse pour voir les dernières nouvelles. Mais les écrans d'ordinateur émettent de la lumière bleue. Pour notre horloge interne, c'est un signal qui annonce qu'il fait jour. Résultat, la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, est stoppée. L'usage des appareils électroniques est devenu tout ce qu'il y a de plus banal, même pour les plus jeunes. Le soir, ils ne font pas de temps d'arrêt et le sommeil vient plus tard. Et les jeux vidéo contribuent aussi à les tenir éveillés. On ne sait pas encore bien d'où proviennent les troubles du déficit de l'attention. Mais on constate très fréquemment que les enfants ne dorment tout simplement pas assez. Les enfants hyperactifs ont-ils toujours existé? Le diagnostic de déficit de l'attention n'est-il qu'un phénomène de mode ou bien ce trouble est-il réellement de plus en plus répandu? Cela pourrait s'expliquer par la perturbation du rythme veille-sommeil.
La plupart des enfants doivent se lever tôt pour aller à la crèche, à la maternelle ou à l'école, quelle que soit l'heure jusqu'à laquelle ils ont veillé pour pianoter sur le clavier. Chez les enfants, le sommeil est particulièrement important pour la maturation du cerveau. Il s'y produit donc des altérations irréversibles. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne dorment pas assez. Du côté des adolescents, la situation n'est pas brillante non plus. Lukas Leidl est lycéen à Ulm, une ville du sud de l'Allemagne. Le matin, il doit partir de chez lui à 7 heures au plus tard pour attraper son bus. Quand j'arrive au lycée, je m'installe à ma table, je pose mon sac et je dors encore un peu sur la table jusqu'à ce que le prof arrive. La lumière blême de l'éclairage artificiel invite les adolescents à continuer leur nuit. Comment leur horloge interne pourrait-elle savoir que le jour a déjà commencé? Surtout en hiver. Non seulement il fait nuit, mais la puberté décale les horloges internes. Les élèves doivent donc affronter 2 handicaps à la fois. Malgré tous leurs efforts, beaucoup dorment les yeux ouverts. Apprendre, ce n'est pas rester assis là et dire « maintenant j'apprends telle ou telle chose ». Apprendre, c'est faire marcher son esprit. Plus je m'en sers, plus je réfléchis, plus je me concentre en travaillant et plus il retient. Apprendre, c'est tout simplement modifier notre esprit par l'usage qu'on en fait. Le cerveau des élèves peut-il se mettre en route plus facilement le matin en présence de lumière bleue? Leur capacité d'attention pourrait-elle être améliorée grâce à un changement d'éclairage? Pour répondre à cette question, la classe de Lukas va servir de cobaye dans une étude expérimentale menée par Manfred Spitzer. Leur salle de classe est équipée de lampes modernes à lumière du jour qui diffusent une quantité élevée de lumière bleue. Celle-ci, rappelons-le, nous indique qu'il fait jour et nous tient en éveil. S'il s'avère que, comme en laboratoire, cette lumière a des effets positifs sur leur performance intellectuelle, si les élèves ont une meilleure concentration, réfléchissent plus, l'activité du cerveau devrait être d'autant plus stimulée, ce qui va entraîner des modifications cérébrales et les élèves vont apprendre davantage. Cette lumière de meilleure qualité devrait donc améliorer la qualité de l'apprentissage. Que la lumière soit. L'amélioration des conditions d'apprentissage est contrôlée à l'aide de tests réguliers. À quelle vitesse les élèves raisonnent-ils? Quel est leur niveau de concentration le matin? Les professeurs du lycée technique se montrent coopératifs et consacrent régulièrement une partie de leur temps de cours à l'expérience. Les questionnaires seront évalués par Manfred Spitzer et son équipe. Pour pouvoir classer et comparer les résultats des élèves, l'étude comprend aussi des tests réalisés dans des salles témoins où les lampes n'ont pas été changées. Le projet de recherche se déroule tout au long des 3 mois d'hiver. Les chercheurs veulent également savoir si la lumière du jour perçue le matin a des incidences sur le sommeil du soir. Lukas remplit donc chaque soir un journal de bord sur ses habitudes de sommeil. Je dois dire que Lukas se couche souvent assez tard, surtout le week-end. Alors bien sûr, il ne se lève pas avant 10-11 heures. Et il fait de bonnes nuits. Enfin, il me semble. En tout cas, c'est devenu une vraie marmotte. Comme tous les adolescents. La lumière bleue des cours du matin pourra-t-elle agir sur l'horloge interne de Lukas? Mais pourquoi les jeunes se transforment-ils tous en oiseaux de nuit? Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, nous pouvons passer des nuits entières à danser, mais plus à 40? Till Rönneberg a sa théorie sur la question. Selon lui, ce décalage du chronotype à la puberté trouve son origine dans l'évolution de notre espèce. Chez les hommes préhistoriques, 19 ans n'était pas un âge où on devait acquérir un maximum de connaissances comme c'est le cas aujourd'hui. C'était la force de l'âge.
Les jeunes étaient parmi les membres les plus actifs de la société. Ils devaient par exemple garder le village et chasser la nuit. Il aurait donc été catastrophique d'être très matinal et de tomber de sommeil dès le coucher du soleil. Les sujets de type vespéral tenaient beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps que ceux qui appartenaient au type matinal. On pourrait donc imaginer que, pour toutes ces raisons, entre 17 et 25 ans, il fallait avoir une horloge biologique très tardive. De meilleures connaissances sur le lien entre lumière et horloge circadienne peuvent-elles aussi améliorer les conditions de vie des seniors? Dans les maisons de retraite, les perturbations du rythme veille-sommeil sont un gros problème pour les personnes âgées dépendantes atteintes de démence. Dieter Kunz, spécialiste du sommeil, travaille en collaboration avec le centre gériatrique Split-Fenert de Berlin. Ce qui rend le centre particulièrement adapté à la recherche sur le sommeil, c'est qu'on n'y utilise pas de sédatifs pour calmer les patients atteints de démence. Andreas Rath, le directeur, et Dieter Kunz préparent la prochaine étape, améliorer l'éclairage. L'une des plus grandes difficultés avec les patients qui souffrent de démence, c'est l'agitation nocturne. On ne sait même pas s'ils en ont conscience. En tout cas, c'est le problème numéro 1 pour les aidants, pour les familles, parce que du coup, ces aidants ne peuvent plus dormir. Si bien que partout dans le monde, les problèmes de confusion nocturne sont le motif numéro 1 d'hospitalisation de longue durée. En Allemagne, 75% des pensionnaires d'établissements gériatriques sont atteints de démence de type Alzheimer et ont, entre autres, des problèmes de confusion nocturne. Or, ceux-ci ont tendance à résister à tous les traitements expérimentés à ce jour, en particulier aux médicaments, qui de surcroît ont d'importants effets secondaires. Quand des personnes âgées sont mises sous calmant pour la nuit, elles passent souvent leur journée à somnoler. Mais dans ce centre qui accueille 39 patients tous atteints de la maladie d'Alzheimer, le recours aux médicaments est une exception. Tous nos pensionnaires sont là parce qu'ils ont un problème. Les angoisses et les hallucinations qu'ils avaient avant de venir chez nous ne disparaissent pas par magie. Mais nous évitons les médicaments autant que possible. Bien sûr, si un patient est vraiment très agité, on lui donne quelque chose. Il n'empêche que structurer leur temps est une priorité pour nous. Il faut rester éveillé le jour, s'occuper, être normalement fatigué le soir et aller au lit à l'heure qui convient à chacun. Pour mesurer l'activité en journée et l'agitation pendant la nuit, on équipe certains patients d'un actimètre fixé à leur poignet. L'appareil enregistre tous les mouvements. Les chercheurs peuvent ainsi voir si les personnes âgées retrouvent un rythme de sommeil naturel. L'idée, c'est qu'ils aillent se coucher quand ils sont fatigués, et pas que tout le monde soit au lit à 20 h. S'ils restent debout jusqu'à 22 h, eh bien soit. Et s'ils veulent se coucher à minuit et dormir jusqu'à midi, on les laisse. Tout le monde a son propre rythme et un parcours différent. Une ancienne infirmière de nuit n'a pas le même rythme que quelqu'un qui s'est toujours levé pour faire ses 8 heures en journée. Il faut tenir compte de tous ces paramètres, de tous les détails de leur parcours personnel. L'étape suivante consiste à changer l'éclairage. Le vieux lustre est peut-être très joli, mais sa lumière n'est pas très stimulante. Dieter Kunz et Andreas Rath veulent installer une lampe à lumière du jour, car les résultats des mesures d'activité établissent clairement qu'il existe un lien entre les problèmes d'agitation nocturne et le manque de lumière. Après une journée lumineuse et ensoleillée, les personnes âgées dorment beaucoup mieux la nuit. La théorie, relativement bien étayée par les données recueillies dans différents pays, est que pendant la journée, il faut essayer de faire entrer la lumière du jour à l'intérieur, puisque cela correspond à notre fonctionnement depuis quelques millions d'années, et qu'il faut essayer d'avoir plus d'obscurité la nuit. On cherche ainsi à rétablir une alternance entre clarté et obscurité qui va agir sur notre système d'horloge interne et favoriser l'activité pendant la journée et le repos pendant la nuit. Une belle journée dehors ou un intérieur bien éclairé, si possible un peu d'exercice et l'obscurité la nuit. La recette d'un bon sommeil est toute simple. Et nous ferions bien de la respecter. Entre autres,
parce que le manque de sommeil pourrait être l'un des facteurs responsables du développement de la maladie d'Alzheimer. Il y a 2 ans, des confrères ont publié une étude qui a fait beaucoup de bruit. Elle a démontré que quand des souris étaient privées de sommeil, leur cerveau présentait les mêmes altérations spécifiques à la maladie d'Alzheimer que celles qui sont observées chez les humains. La maladie d'Alzheimer est-elle la rançon d'une vie passée à combattre notre horloge interne? Aujourd'hui, nous dormons en moyenne une demi-heure de moins qu'il y a 20 ans. Tout le monde n'est pas atteint par la maladie, qui peut mettre longtemps avant de se déclarer. Mais la tendance se dessine nettement. Plus le jet lag social est important, plus il est probable qu'on soit fumeur et qu'on absorbe plus d'alcool et de caféine au cours de la journée. Et si on est déjà un peu enveloppé, qu'on grossisse encore plus que la moyenne, avec un plus grand risque d'obésité à la clé. Le professeur Elmar Peschke de l'Institut d'anatomie de l'Université de Halle est spécialiste d'une maladie fréquemment associée à l'obésité, le diabète. Son équipe a découvert un mécanisme de protection qui peut nous préserver du diabète pendant un certain temps, le sommeil. Car il y a une corrélation entre la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et celle de l'insuline. C'est toujours l'une ou l'autre, mais jamais les deux en même temps. Le diabète de type 2, qui est en progression constante, se caractérise par une surconsommation alimentaire, par un excès de calories, par une alimentation riche. Cela entraîne une surproduction permanente d'insuline destinée à combattre ce déséquilibre. Or, la mélatonine inhibe cette sécrétion excessive d'insuline qui est la cause du diabète de type 2. Les aliments que nous mangeons sont dégradés dans l'appareil digestif où le glucose libéré passe dans le sang. Pour le pancréas, c'est un signal qui déclenche la sécrétion d'une hormone, l'insuline. Son rôle est de faire passer le glucose dans les cellules où il leur fournit l'énergie dont elles ont besoin. De plus, l'insuline empêche le cerveau de libérer de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Quand la lumière diminue, la glande pinéale, située dans le cerveau, commence à libérer de la mélatonine, laquelle produit l'effet inverse, en bloquant la production d'insuline au niveau du pancréas. Cette interruption est indispensable. En mangeant trop en permanence, nous obligeons notre corps à libérer continuellement de l'insuline. Mais si le pancréas est sollicité sans interruption, il s'épuise au point que la production d'insuline finit par s'arrêter complètement. Le résultat, c'est le diabète de type 2, qu'on appelait autrefois diabète de l'âge mûr. Aujourd'hui, de plus en plus d'enfants et de jeunes adultes sont touchés par ce diabète. Et si nous cumulons excès de calories et manque de sommeil permanent, nous sommes doublement menacés. Dans la polyphonie de notre activité métabolique, l'importance de la mélatonine est liée à son rôle synchronisateur. Elle accorde les différents instruments entre eux, si bien qu'il en résulte une harmonie, une symphonie, un concert. Mais quand cette synchronisation par la mélatonine n'est plus assurée, alors certains instruments n'en font plus qu'à leur tête, et cela entraîne des déraillements, des désynchronisations. Or, il est internationalement reconnu que cette désynchronisation a des effets pathogènes. Les découvertes d'Elmar Peschke sur l'insuline et la mélatonine ont inspiré la recherche dans le monde entier. Pour simplifier, on peut dire que si nous mangeons trop, nous devrions au moins dormir correctement. Et puis, c'est bien connu, qui dort dîne. Unsere Einstellung dem Schlaf gegenüber ist ja, dass es verlorene Zeit ist.
On croit souvent que dormir, c'est perdre son temps. Mais rien n'est plus faux. Pendant notre sommeil, il se passe beaucoup de choses qui sont d'une importance primordiale pour nos phases d'éveil. Ceux qui croient qu'il faut abréger le sommeil pour pouvoir être vigilant plus longtemps se trompent lourdement. Ils veillent certes plus tard, mais cette veille n'a pas la même qualité que s'ils dormaient suffisamment. Certains ne veulent pas aller se coucher. D'autres n'ont pas le choix. On considère le travail de nuit comme un mal nécessaire, mais il est prouvé que les gens qui travaillent beaucoup la nuit tombent plus souvent malades. Ils sont plus exposés au risque de cancer et souffrent plus fréquemment de dépression ou de diabète. Il faudrait donc réduire le travail de nuit au strict nécessaire, car la vie qu'il nous impose est contraire à notre nature. Cela dit, le problème, ce ne sont pas toujours les horaires de travail. Nous vivons dans un monde où la technologie semble simplifier toujours plus notre quotidien. Et pourtant, nous n'avons jamais assez de temps. Les gens font tout le temps des choses qui vont à l'encontre du système extrêmement complexe qu'est la nature. Ils le modifient et s'étonnent ensuite de ne pas comprendre les conséquences de ces petites modifications. S'il est clair que cette agitation incessante ne nous fait pas du bien, pouvons-nous ralentir notre rythme ? Pouvons-nous nous concentrer sur ce qui est vraiment important? Pour les bénédictines de l'abbaye de l'île de Frauenchiemsee, en Bavière, la chronobiologie n'est pas une nouveauté. C'est lors d'un séminaire dans leurs locaux que Till Rönneberg et ses confrères ont créé un réseau européen de chronobiologie. Sœur Scholastica conseille à ses hôtes stressés de ne pas se laisser trop emporter par le bouillonnement du monde extérieur. Les gens gaspillent leur énergie en s'énervant pour des futilités. Je peux vous en donner un excellent exemple. J'ai passé un certain temps dans une abbaye du Colorado aux États-Unis pour une cérémonie. À un moment donné, nous avions envie de glace. Alors que je commandais 3 boules, je me suis retrouvé littéralement bombardé de questions. Je vous mets de la crème, vous voulez du praliné, du chocolat? Est-ce que c'était vraiment important? Tout ce que je voulais, c'était mes 3 boules de glace, point. Nous nous laissons envahir par des choses qui nous volent notre temps. Et selon moi, quand on s'en rend compte, le plus grand plaisir, c'est de dire « je ne marche pas ». Faut-il aller jusqu'à se retirer dans un couvent pour échapper aux dévoreurs de temps et couper court à cet emballement généralisé? Notre quotidien en serait certes apaisé. Mais que les gros dormeurs ne se fassent pas trop d'illusions. La vie monastique a ses contraintes. Quand les gens me demandent s'il m'arrive de regretter d'avoir pris le voile, je leur réponds « oui, tous les jours à 5 heures du matin ». Sortir du lit à cette heure-là, ce n'est pas toujours très réjouissant. Il n'existe probablement pas de religion adaptée au rythme des lève-tard. Mais peut-on imaginer une société où tout le monde pourrait vivre en respectant son horloge interne? Si la société tenait compte de l'horloge interne des individus, ses membres seraient en meilleure santé, auraient une meilleure qualité de vie, seraient plus productifs, et cela ferait baisser les coûts de la santé. C'est-à-dire que tout le monde serait gagnant. Il est temps de comprendre que si on décidait d'ajuster les horaires de travail au rythme interne des gens, et non l'inverse, notre société ne plongerait pas pour autant dans le chaos. Nous retournons en France. Stéphane Morceau participe à un programme unique au monde. Comme il habite à 300 km de l'hôpital, sa santé et son rythme biologique sont surveillés à distance. Pour cela, il est équipé d'un actimètre qui transmet quotidiennement tout un ensemble de données. Stéphane apprend également à se servir du programme correspondant. Il a pu réaliser son rêve de découvrir des horizons lointains. Sans la chronothérapie, ça n'aurait pas été possible. Dernièrement, je suis parti à La Réunion. Là. Je suis parti une quinzaine de jours avec des amis. Et j'ai fait à peu près le tour de La Réunion, un petit peu de marche, un petit peu de plongée, un petit peu de
de nage, découverte de l'île. Et c'était très bien, dans une eau à 29 degrés. Voilà, c'était... J'ai quasiment pu retrouver mes sensations comme une personne pas malade sur l'île. Voilà, c'était super. L'actimètre fonctionne jour et nuit. L'appareil enregistre les mouvements, mais aussi le pouls et la température corporelle. À l'hôpital, ces données sont surveillées en permanence. Le médecin s'assure que son patient supporte bien la chronothérapie en cours. Ainsi, Stéphane peut mener une vie presque normale. Carole Morla avait 33 ans quand on lui a diagnostiqué un cancer du côlon. Sa fille avait tout juste 5 ans. La jeune maman a immédiatement été opérée, mais elle avait déjà des métastases au foie. La chronothérapie du docteur Francis Lévy était son dernier espoir. Qui m'a fait dire que ça allait marcher, concrètement, c'est ma fille. Parce qu'il fallait que pour elle, j'aille au bout, il fallait que pour elle ça marche et il fallait qu'elle ait toujours sa maman avec elle, puis qu'elle ait toujours l'image d'une maman qui soit forte par rapport à la maladie, oui. Tous les 3 mois, Carole Morla se rend au CHU pour se soumettre à un contrôle. Elle a aujourd'hui 38 ans et elle est en pleine forme. Son dernier traitement remonte à plus de 2 ans. Elle vient à la consultation avec le sourire. Pour les médecins, c'est une belle victoire. Son cas est présenté et discuté dans de grands congrès scientifiques. Cette patiente avait 26 métastases dans son foie, dont la plus grosse mesurait 6 cm. C'est une jeune patiente de 33 ans qui avait un cancer du côlon avec des métastases hépatiques qui sont survenues en même temps que son cancer du côlon. Ce sont des patients dont l'espérance de vie, même avec les traitements habituels, n'excède pas 12 mois. Francis Lévy a alors proposé à sa patiente de tester un nouveau type de traitement. Pour détruire les métastases du foie, les produits ont été administrés par la veine hépatique. Et bien sûr, selon les règles de la chronothérapie, c'est-à-dire en tenant compte de l'horloge interne de la patiente et de son métabolisme personnel. Ça permet de traiter de façon plus intensive, avec davantage de spécificité, les tumeurs qui sont localisées dans le foie, puisqu'elles ont perdu leur rythme, alors que les cellules normales ont conservé leur rythme. Donc en administrant une chronothérapie directement dans l'organe malade, on préserve mieux les cellules saines et on tue davantage, on détruit davantage les cellules cancéreuses. Grâce à la chronothérapie, les métastases du foie ont pu être presque entièrement détruites. Les dernières cellules cancéreuses actives ont été extraites en 3 opérations successives et des tissus sains se sont reconstitués. Si nul ne peut prédire combien de traitements aboutiront à de tels succès, Francis Lévy affirme que tous les patients atteints de cancer pourraient être mieux soignés grâce à la chronothérapie. En principe, tous les patients peuvent bénéficier de chronothérapie. Mais la plus grande expérience de la chronothérapie concerne les cancers digestifs, essentiellement les cancers du côlon ou du rectum, mais également les cancers du pancréas et les cancers de l'estomac. Mais sur le principe, tous les patients atteints de n'importe quel cancer peuvent bénéficier de chronothérapie. Carole Morla profite à nouveau de la vie. Psychologue de profession, elle aide des jeunes qui ont le mal de vivre. Elle est très heureuse, mais la maladie l'a transformée. Avec le vécu de la maladie, je crois que maintenant, je veux pas louper un bon moment, donc je veux profiter de
ma famille, ma fille. Et puis, je pense que les choses sont relativisées. Je pense que maintenant, je vis plus pleinement chaque instant et avec aussi l'idée qu'il faut prendre tout ce que la vie nous offre maintenant. Et donc les projets ne sont pas forcément à très long terme, mais c'est le fait de profiter des miens et voilà, de passer le meilleur moment avec eux. Ouais. À Ulm, les chercheurs ont terminé leur étude auprès des lycéens et analysé les résultats. Pour mémoire, il s'agissait de savoir si les jeunes apprenaient mieux dans une salle de classe équipée de lampes à lumière du jour. Les résultats sont sans ambiguïté. Avec la lumière bleue, les élèves font 30% d'erreurs en moins que dans les salles témoins. Ils mettent aussi nettement moins de temps à terminer leurs exercices. Pendant les 3 mois qu'a duré l'étude, leur horloge interne ne s'est pas modifiée. Ils continuent à s'endormir tard le soir et à être fatigués le matin. Mais la lumière les réveille. Une des premières choses qu'ils ont remarquées, c'est qu'ils ne pouvaient plus continuer à somnoler comme ils en avaient l'habitude. Ils notaient « c'est une lumière forte, elle réveille » ou « on se sent agressé par cette lumière crue ». Au début, donc, les réactions semblaient très négatives. Mais quand on leur a demandé s'ils préféraient l'ancien éclairage ou le nouveau, ils s'étaient visiblement rendus compte que les nouvelles lampes leur faisaient du bien et leur permettaient de mieux travailler. Car la majorité s'est déclarée pour les conserver. Les lampes à lumière du jour ne peuvent pas remplacer le soleil, mais elles aident l'horloge interne à rester en phase. S'il m'est permis de rêver un peu, je dirais que l'idéal serait de filmer le ciel au-dessus des toits et d'utiliser un système de prismes et de conduits de lumière qui projetterait ces images au plafond de chaque pièce à l'intérieur des bâtiments, avec tous les changements du ciel. Si un nuage sombre passe dans le ciel, il doit aussi passer à l'intérieur. Et surtout, il faut faire entrer dans ces pièces la clarté qui existe au-dessus des toits. Ce serait beaucoup mieux pour le psychisme et l'horloge interne de tous ces gens qui sont confinés pour effectuer leur travail.